Bonsoir les abonnés, bonsoir les amis, bonsoir les semblables. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue sur ce nouveau podcast, le podcast qui éveille les consciences, le podcast qui a pour but de vous donner des informations, des outils qui vont vous permettre d'exprimer qui vous êtes. Si vous êtes dans l'éveil, si vous avez commencé votre éveil spirituel, les podcasts que nous donnons ici vont vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel. Comme chaque lundi, nous accueillons un invité qui va venir nous éclairer sur une situation, qui va venir nous dire comment est-ce qu'il a fait pour être ce qu'il est aujourd'hui, nous parler de son parcours qui va nous inspirer. Donc aujourd'hui, nous invitons un invité, j'ai invité un invité spécial. Il s'appelle Takashi. Du coup, je ne sais pas si c'est son nom et on verra. Franchement, c'est mystérieux. Bonsoir Takashi, comment allez-vous? Bonsoir Georges, je vais très bien. Merci beaucoup pour ton invitation. Ok. Donc, moi, je peux te tutoyer si ça ne te dérange pas. Bien sûr. D'accord. Bon, avant de commencer, je voulais savoir, Takashi, c'est ton vrai nom ou bien tu as un nom d'autre, ou bien c'est ton nom de scène? Alors Takashi, c'est un nom qui m'a été donné à la naissance par mon maître spirituel, en fait. D'accord. Donc, ça fait partie de ton nom de naissance, c'est ça? Alors, de façon officieuse, oui, mais pas de façon officielle, pas sur papier. D'accord, ok, ça marche. Bon, on va rester comme ça. Du coup, tu peux te présenter et tu nous dis... en fait, je vais d'abord expliquer pourquoi est-ce que je t'ai sélectionné. Après, tu vas nous dire un peu plus pourquoi. En fait, moi, je t'ai découvert parce que tu fais des vidéos où tu racontes des histoires mystérieuses. Et à travers tes histoires, on se rend compte que il y a plein de choses qui se passent de façon mystérieuse et ça permet d'éveiller les consciences des gens. C'est pas que moi, j'ai tenu à t'inviter pour que tu nous en dises un peu plus. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la présentation ou tu fais autre chose derrière ça ou bien, voilà, c'est tout ce que... Voilà, en bref, tu me parles un peu de toi. D'accord, donc je pense que c'est une bonne présentation. Effectivement, j'ai toujours été, comment dirais-je, attiré par ce qui est considéré comme l'ordre du mystérieux, de l'occulte, de l'invisible, on va dire. Parce que, bon, peut-être qu'on abordera ce sujet tout à l'heure, mais beaucoup de gens me posent la question en ayant vu mes vidéos et en étant fan de mes vidéos, de savoir si les histoires sont vraies ou non. Et donc, c'est une question fondamentale et c'est ça qui m'amène à faire ces histoires. C'est parce que qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est une question qui, en fait, m'anime et sur laquelle j'avance sur un chemin de réponse depuis très longtemps et qui, au final, en l'état actuel des choses, me permet de dire que, bon, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, si on se base sur quelque chose de très cartésien qui serait que je ne crois qu'en ce que je vois, à partir de ce moment-là, on se ferme beaucoup de portes parce que le champ du visible de l'être humain dans le spectre du visible, dans tout le spectre fréquentiel de ce que représente le visible, ce que peut voir l'être humain, c'est un infiniment petit pourcentage en fait de la réalité. C'est-à-dire que dans le spectre de ce qu'on appelle le visible, déjà, il y a plein de choses que l'humain ne peut pas voir. Comme par exemple, il y a des animaux qui peuvent voir dans l'infrarouge, d'autres qui sentent les ultraviolets et tout ça. Donc, dire je ne crois qu'en ce que je vois, c'est déjà se fermer à des toutes petites possibilités de déjà qu'est-ce que représente le visible en fait. Et donc, si j'ai décidé de faire cette chaîne, de faire ce contenu, c'est pour voilà, amener les gens à comprendre que au-delà du visible, il y a quelque chose qui sous-tend, qui est bien plus important, en fait, que tout ce qu'on voit qui est très minime. Parce que si ce qu'on ne voit pas représente 99,99% de la réalité,
alors on peut pas dire que les 0,01% sont la réalité. Tu vois, il faut pouvoir ouvrir et voir au-delà et envisager des choses qui nous sembleraient impossibles peuvent être possibles et peuvent être concevables, même si ça semble complètement irréel et hors de la réalité. Enfin bon, je digresse, mais c'est un peu ça. Mhm. Oui, parce que je comprends pourquoi tu dis ça. Parce que parfois, il y a des histoires, même j'ai écouté des histoires étant dans la spiritualité. Je me suis dit, parfois, il y a des histoires où tu mets en ligne, on se demande vraiment si c'est réel. Et je voulais savoir, toi, avant de poster quelque chose ou bien une histoire, euh, que tu as écrit, que tu as scénarisé, est-ce que tu vérifies l'exactitude de l'histoire? Comment tu fais pour savoir que l'histoire en elle-même, elle est réelle? Est-ce que tu as un lore, tu as un doc pour ça? Est-ce que tu fais tes enquêtes? Je sais pas. Donc, je voulais savoir comment tu fais pour savoir si l'histoire, elle est réelle. Alors, en fait, moi, je pars pas du principe quand quelqu'un me laisse des témoignages, parce que la plupart des histoires que je raconte, ce sont des personnes qui me laissent des témoignages de choses qu'ils ont vécues. Donc, je pars pas du principe de me demander est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux dès le départ. Je pars simplement du principe, je vais me faire le relais de ce que cette personne a vécu et de son expérience. Et ensuite, maintenant, exposer cette expérience à la conscience collective de mes spectateurs et voir quelle sera leur réponse par rapport à cette expérience. Est-ce qu'eux-mêmes l'ont vécu? Est-ce qu'ils ont entendu parler d'histoires similaires? Voilà. Et c'est là où, quelque part, on peut commencer à avoir un semblant de, comment dirais-je, de récurrence quand beaucoup de personnes vont dire « Ah ben, moi, j'ai vécu ça » ou « Moi, j'ai entendu des histoires similaires ». Alors que, peut-être le témoin qui m'a raconté ça, il est au Togo, par exemple, qu'ils ont, et tu as des abonnés du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, du Gabon, du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et autres, qui disent « Ah mais oui, mais moi, j'ai vécu ça » ou j'ai entendu parler de ces histoires, sauf que chez nous, ça porte ce nom-là, ou chez nous, c'est différent, c'est comme ça, mais c'est assez similaire. Et donc, pour moi, c'est un peu une expérience pour continuer dans ce chemin de vérité, parce que pour moi, la vérité, c'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est un chemin. Donc, savoir si ce qu'on appelle folklore, ou ce qu'on appelle mystique, ou ce qu'on appelle phénomène mystique a vraiment une portée, entre guillemets, physique dans la conscience collective, ça me permet de savoir ça et de me dire, ah là, cet événement-là ou ce type d'expérience-là est très probablement quelque chose de proche de la réalité ou de la vérité. D'accord. Donc, oui, c'est un peu ça. Donc, du coup, parmi ces histoires, d'où t'es venue cette idée, cette intuition, cette inspiration de raconter ces histoires? Est-ce que toi-même, t'en as vécu des expériences similaires? Alors, je vais faire un peu la genèse de comment est-ce que, en fait, je suis arrivé sur les réseaux sociaux avec l'entité Takashi Jie, quoi. Voilà, comment est-ce que je suis arrivé sur les réseaux sociaux? Ça a commencé à la mort de J.J. Arafat en 2019. D'accord. Où, en fait, tout autour de sa mort, j'ai vu que il y avait énormément de symboles et énormément de choses qui, dans mon instinct, me faisaient entrevoir une mort non naturelle. Une mort comme une sorte de mort ritualisée ou organisée d'une certaine façon. Parce que préalablement à ça, voilà, j'ai fait des recherches dans tout ce qui est le domaine de l'occultisme, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, tout ce qui est la gématrie, la kabbale. Voilà, j'avais déjà tout ce bagage-là. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu tous ces éléments-là autour de la mort de Arafat, ça m'a vraiment révolté
Et j'ai décidé d'en parler, voilà, et de créer une chaîne YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube, donc Takashitie, où j'ai exposé, voilà, tout ça, tout ce qu'il y avait autour de la mort de DJ Arafat. Et là, dès le départ, dès le début, la chaîne a explosé. Voilà, c'est qu'en moins d'un mois, j'ai eu plus de 32 000 abonnés. Mes vidéos ont été vues des millions de fois. Et c'était presque comme si, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'était presque comme si l'esprit ou le fantôme, je ne saurais pas dire, mais l'esprit de DJ Arafat était entré en moi pour vouloir me faire dire quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que ça a autant pris, en fait. Donc ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a peut-être, une voie là qui va me permettre d'exprimer ou de partager toutes les connaissances que j'ai accumulées jusqu'alors par rapport au mysticisme, à l'occultisme, au spirituel et tout ça. Et donc, cette première chaîne, elle a fonctionné, mais bon, moi, à l'époque, je connaissais pas grand-chose aux réseaux sociaux. Et puis, ça a été un peu, je saurais pas comment dire, un coup de chance, mais en tout cas, un coup d'éclat. Et après, j'ai fait certaines erreurs, j'ai pas su alimenter comme il fallait. Et surtout, la période du Covid est arrivée. Et là, c'était une grosse période de pression sur les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire que dès que tu sortais du cadre de ce qui devait être la doxa de l'époque par rapport au Covid, tu te faisais shadowban, on restreignait tes vidéos, on te mettait des avertissements et tout ça. Et ça a complètement fait quelque part capoter ma chaîne et au final de centaines de milliers de vues, je me suis retrouvé avec plus de 30 000 abonnés à publier, à ne faire que 100 vues ou 150 vues. Donc du coup, ça m'a un peu démoralisé. Voilà, à ce moment-là, j'étais encore en France et je travaillais à côté et tout. Donc, je prenais beaucoup de temps pour faire ça et bon, ça m'a démoralisé. Donc, j'ai arrêté pendant un moment. Voilà, j'ai vaqué à d'autres occupations. Et puis ensuite, en 2021, voilà, 2020-2021, j'ai décidé de recréer une chaîne Takashitie, cette fois-ci sur TikTok. Et là, je me suis dit, bon, avant, j'étais vachement dans tout ce qui est complotisme, dénoncer un peu Le système, voilà, tout ce que c'était les théories. Voilà. Et puis tout ce que je considère un peu comme l'état profond, et tout ça. Tu vois, j'étais vraiment à fond dans tout ce qui est théorie complotiste. Et là, je me suis dit, bon, je vais changer un peu ça. Je vais m'axer maintenant beaucoup plus sur l'Afrique et sur les histoires mystiques d'Afrique et ne plus être dans un parti pris forcément de dire regardez, voilà, il y a ça qui va pas, comme une sorte d'analyste qui donne son point de vue, qui donne son opinion et tout ça. Je voulais plus m'inscrire dans une sorte de journalisme du folklore et du mystère, quoi, en fait. Et qui prend pas parti pour quoi que ce soit. Et du coup, là encore, ça a marché, ça a décollé. En même pas l'espace de 2 mois, j'ai eu plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Les gens me suivaient d'un peu partout. On m'a beaucoup comparé à Patrick Gemadong du Gabon. Ça marchait super bien. Et là, encore pareil. J'ai eu du shadowban, on m'a mis des avertissements et ma chaîne a été complètement supprimée au final à la fin, quoi. Donc là, je me suis dit, il semblerait que j'ai cette, entre guillemets, cette mission où que je touche assez de gens en justement en les sensibilisant, en les amenant à entrevoir tout ce qui est du côté du mystère, du mystique et tout ça. Mais je reçois beaucoup d'opposition, quoi, en fait. Oui, et donc, là encore, j'étais découragé. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et puis, j'ai toujours voulu revenir m'installer en Côte d'Ivoire. Parce que bon, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 19 ans. D'accord. Et donc ensuite, je suis allé en France, pour finir mon lycée et puis attaquer tout ce qu'il y a eu par la suite. Et donc, j'avais toujours ce truc de
non, mais moi, je ne vois pas finir mes jours en France. Il faut que je retourne au pays. Il faut que je retourne au pays, quoi, parce que c'était un appel très, très, très fort, quoi, en fait. Et donc, j'ai décidé, après le décès de mon père, de revenir au pays, mais vraiment les bras ballants, quoi. Parce que tu sais, normalement, quand on te voit, tu vas en France, ouais, et voilà. Rien que des gens ont dit tu es en France, pour les gens, ça a réussi, quoi. C'est, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, Nous-mêmes, on a envie, moi qui suis ici, franchement, parfois, les gens pensent que voilà, j'ai une marmite ou bien une casserole d'argent ou bien un arbre d'argent chez moi. ouais, Et voilà, donc je sais parfaitement de quoi tu parles. c'est ça. Et donc, il y a un peu cette honte et cette peur de se dire, bon, je vais repartir, mais les gars vont très vite voir que c'est pas ça, quoi. Et puis, tu as peur de décevoir la famille, de tout ça et tout. Et je me suis dit, si j'attends, je repousse à chaque fois parce que bon, en France, malgré tout, bon, je travaillais, je gagnais quand même pas mal ma vie, mais il y a tellement de dépenses à faire, tout est beaucoup plus cher, il y a toujours des soucis qui vont tomber dessus, qui vont faire que, au final, tu gagnes bien ta vie, mais tu dépenses pour beaucoup de choses assez chères et t'arrives jamais à faire d'économie. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'arrivais jamais à faire d'économie. Et je me suis dit, mais si je reste là-dedans et que je suis toujours en train de me dire, il faut que j'attende d'avoir je sais pas combien de milliers d'euros sur mon compte avant de dire que je vais retourner en Afrique, ça va jamais se passer encore. Je peux rester là encore 10 ans et puis je serai toujours dans le truc de dire, j'ai envie de retourner au pays, machin et tout ça, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, prends la décision, vas-y, lance-toi, même si tu te lances dans quelque chose d'incertain, prends le risque, et voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de revenir m'installer en Côte d'Ivoire en 2023. Et donc, au début, voilà, je cherchais des choses, des opportunités pour pouvoir, comment dirais-je, développer une activité. Et puis, j'ai une de mes abonnés, voilà, avec qui j'étais resté en contact depuis mon ancienne chaîne TikTok, qui me dit, waouh, Takashi et tout, mais pourquoi tu fais plus de vidéos? Faut que tu te relances, machin et tout. Franchement, tu déconnes, faut pas que tu te laisses abattre, de machin, nanani, nanana. Et je me suis dit, ok, tu vois, j'y ai réfléchi, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas? Je suis chez moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis en Afrique, je parle de tout ce qui est culture traditionnelle africaine, liée au spirituel et tout ça. Je suis là, je pense que c'est le bon moment pour repartir et voir ce que ça donne. Et du coup, ben voilà, j'ai décidé de recréer du contenu, de les améliorer aussi, de développer un peu mes compétences dans tout ce qui est montage vidéo, utilisation de l'intelligence artificielle, mieux narrer mes histoires. Et voilà, c'est comme ça que la chaîne Afrique Mystère a débuté. Et puis, encore une fois, ça a connu du succès. Et maintenant, j'en suis à plus de 415 000 abonnés, quoi, sur TikTok. Donc voilà. Bah oui, parce que je t'ai connu pour la première fois. Je pense que c'est, comme moi, je fais beaucoup, j'ai une page Facebook qui parle beaucoup de spiritualité. Je crois que c'est une amie qui m'a parlé de toi. Et après, j'ai écouté tes histoires et je me suis dit, tiens, voilà. Donc, je vais essayer un peu de travailler avec toi, puisque tu m'as fait aussi une interview sur mon parcours. On a fait des épisodes là-dessus et que j'ai trouvé assez sympa. Donc, ce qui m'impressionne, c'est ta façon de raconter. Parce que quand tu racontes, on sent que vraiment, tu le fais avec passion. Tu vois, on dirait que voilà, c'est ton truc, quoi. Voilà. En fait, on sait que c'est ton truc et le fait d'avoir travaillé avec toi, je t'ai donné mon histoire, et toi, t'as pris ça, ces écrits, t'as fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça très professionnel. Donc, concernant tout ce qui s'est passé, ton parcours, la suppression de tes chaînes, et le fait que tu reviens, tu te rends compte que ça marche. Tout. Je voulais savoir, pour toi, qu'est-ce qui pousse vraiment le public à s'intéresser à ce type d'histoire? Parce que parfois, en Afrique, on a souvent peur de tout ce qui est mystère, entre guillemets, je précise, parce que quand on voit l'engouement sur ta page, on se rend compte que vraiment, c'est pas vraiment le mystère. Donc, je voulais savoir,
qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir écouter ce type d'histoire? Est-ce qu'ils croient? Est-ce que certains s'identifient à ça? Et voilà, pour toi, quelle est l'origine du fait que beaucoup de personnes s'intéressent à ces histoires-là? Mais je pense que, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est propre à l'humanité, en fait. Parce que, au départ, quand il n'y avait pas l'écriture, les gens fonctionnaient beaucoup par oral. Et pour raconter des événements ou autres, ben, c'était souvent fait sous forme d'histoire, ce qui plus tard on appelait mythologie et tout ça. Et, euh, et donc, quelque part, je pense que l'humain, il a toujours, ça doit être dans son ADN, quoi, en fait, le fait d'écouter des histoires, euh, ça stimule quelque chose chez lui. Ça stimule peut-être une mémoire, quelque chose qui a un lien avec les ancêtres, tu vois, une filiation. Je pense que c'est ça fondamentalement. Et en Afrique encore plus qu'ailleurs, parce que je pense qu'en Afrique, les gens ont encore, c'est encore frais, quoi. C'est encore frais dans l'ADN, c'est encore frais dans la façon dans la culture et tout ça, tu vois. Ils restent ouverts à ça et ils restent ouverts au fait d'y croire, en fait. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a un tel engouement et que beaucoup de gens qui me suivent, bon, je fais un contenu vraiment axé sur l'Afrique, mais je pense que c'est parce qu'en Afrique, c'est cette tendance à vouloir écouter les mythes, écouter les histoires, écouter les contes, un peu comme le griot qui arrive, ou le patriarche qui, la nuit, va te raconter au coin du feu les histoires d'antan, de la famille et tout ça. Et tout ça, il y a toujours des éléments un peu, comment dirais-je, d'ordre magique ou mystique. C'est toujours là, quoi, en fait. Et donc, je pense que comme c'est quelque chose d'encore assez vivant en Afrique, eh ben, les gens continuent d'y croire et je pense que surtout c'est important qu'ils continuent d'y croire parce que pour moi c'est là où l'Afrique aura un avantage sur un peu ce qu'on va appeler le modernisme, le cartésianisme, le fait de vouloir séparer absolument la science du mystique et tout ça à chaque fois. Pour moi, je pense que c'est pour ça qu'en fait ça marche tellement, c'est que j'ai cette sensation que les ancêtres sont avec moi pour que je le fasse et que ça reste vivant, quoi, en fait, et que c'est très important qu'on l'oublie pas et que ça a un grand rôle à jouer pour la suite. Bah oui. Donc, c'est pour ça que franchement, les gens s'y intéressent. Et je pense que ça permet au public de prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Et ça évite aussi de ne pas prendre des décisions comme ça ou bien de tomber dans des trucs qu'on n'a pas connaissance. Donc, je pense que après avoir échangé avec toi, je me suis rendu compte que la majorité de tes musiques, c'est toi qui les composes. Oui, c'est moi-même qui compose mes propres musiques, oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, t'es musicien ou bien tu fais de la musique? Oui. Ben, à la base, c'est vraiment ce que je voulais vraiment devenir, quoi. J'ai passé énormément de temps à travailler la musique. Je voulais être artiste, quoi, artiste musicien. Et donc, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour ça. J'ai passé des heures, des mois, des années à me consacrer à ça. Ça n'a jamais réellement pris comme j'aurais voulu que ça prenne. Mais au final, je regrette pas. Et puis j'ai appris beaucoup de choses. Et puis ça me sert toujours aujourd'hui parce que encore aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai un mini studio d'enregistrement là où je suis en Côte d'Ivoire et il y a des personnes qui viennent enregistrer. Je compose pour des gens, je fais des arrangements. Voilà, je leur fais leur mix, leur master. En fait, tout ce que j'ai appris, même si en tant qu'artiste, je suis pas devenu ce que je voulais être, au final, toutes les connaissances que j'ai eues n'est pas perdue parce qu'aujourd'hui, elle me sert et puis elle me
permettre de me faire un peu d'argent. Et voilà, quoi. Hein. Sinon, ouais, la musique, c'était vraiment mon premier dada, quoi. D'accord. Et aussi, voilà, donc je voulais savoir, parmi toutes ces histoires, ces panoplies d'histoires que tu as racontées, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a vraiment marqué, qui est sortie du lot? Alors, il y en a plusieurs. Justement, comme je te disais, c'est quand je vois qu'il y a de la récurrence que vraiment, ça me fait tic, quoi, tu vois. Et, donc, on va dire, il y a deux types d'histoires qui reviennent souvent et qui m'ont beaucoup marqué, sur lesquelles j'ai fait des recherches. C'est cette entité qu'on appelle Wokloni. Wokloni, c'est un peu chez les Paraches et les Djula, on l'appelle le Wokloni, mais il porte différents noms dans différents pays, quoi. C'est au Gabon, ça va être l'Iciti, par exemple, au Nigeria, ça va être le Bush Baby, au Togo, ça va être Agay, tu vois. Donc, c'est ce petit gnome, ce gnome des forêts, ce qu'avant peut-être en France, au temps où on croyait encore en ce genre de choses. Voilà, on appelle des gnomes. Oui, ça existe. Ça existe, il y a des gens qui croient toujours. Donc, Bien sûr, et je pense que mais bon, j'y reviendrai plus tard, mais si je pense que c'est juste un plan de réalité auquel on n'a plus accès, en fait, tu vois. ouais, Parce que même en France, il y a eu une date bien précise, je ne me souviens plus laquelle, où les gens ont rapporté qu'ils ne voyaient plus les gnomes ou les fées dans les forêts, quoi, tu vois. Il y a eu une date bien précise à partir de laquelle il y a eu une sorte de rupture, ils n'avaient plus accès à ce plan de réalité-là, tu vois. Peut-être, pour des causes liées à la religion et autres, voilà, à ça, quoi. Mais bref, donc pour en revenir à cette histoire de gnome, j'ai vu que ça revenait, mais partout, dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, même d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Sud aussi, on parle du Tokoloshi, tu vois. Et donc, quand je vois comment dirais-je, plein d'histoires comme ça, des gens qui me racontent aux quatre coins de l'Afrique, qui ne se connaissent pas, qui se sont jamais rencontrés, et qui ont les mêmes éléments narratifs, les mêmes descriptions physiques de la chose, et là, ça me fait me dire, ah, il y a quelque chose avec ça, et c'est pas que des histoires, c'est pas que du folklore. Pour moi, c'est quelque chose qui existe vraiment, même si je l'ai jamais vu personnellement. Quand je vois la récurrence de tout ça, toutes ces histoires et de toutes ces rencontres, et du fait qu'à chaque fois il y a les mêmes éléments qui reviennent, je me dis, ça, c'est quelque chose qui existe. Ça peut pas être autrement, mais ça doit être hors de notre plan de réalité, plan de conscience, et certains doivent y avoir accès, et d'autres non, quoi, tu vois. Donc voilà, ça, par exemple ça. Et puis un deuxième truc, c'est tout ce qui est Mamiwata, tout ce qui est sirène. Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui, j'ai tellement eu d'histoires dessus, tellement eu d'éléments qui concordaient, qui se ressemblaient, de filiation, ce qui revient beaucoup, c'est il y a des pactes anciens. Bon, je pense pas qu'avec les Mamiwata, mais avec d'autres entités, à l'époque où, justement, il n'y avait pas eu encore, comment dirais-je, l'implantation des religions monothéistes en Afrique, c'était normal pour les ancêtres de voir des génies, de parler avec des génies, de signer des pactes avec des entités, et même parfois même de se marier avec elles, d'avoir des unions, ce genre de choses, et en échange de certains pouvoirs de divination ou pour les aider dans la chasse ou autre, quoi. Tu vois, donc et très souvent chez les sirènes, c'est ça, c'est que il y a eu un ancêtre qui était en lien, ou alors eux-mêmes se sont mariés avec une sirène, ils ont eu des enfants qui descendent de là. Et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, il y a des initiations normales qui sautent des générations qui n'ont pas été faites. Et du coup, ça peut être l'arrière-grand-mère qui avait le truc, et ça va se retrouver sur l'arrière-petite-fille, quoi, tu vois. Et sauf que, au temps de l'arrière-grand-mère, elle pouvait avoir encore certaines notions de choses à respecter, de choses à faire,
gérer ça que n'aura pas aujourd'hui dans le monde moderne dans lequel on vit son arrière-petite-fille et qui peut du coup se retrouver complètement confuse par rapport à ça, quoi, tu vois. Donc voilà, je dirais que c'est les deux grosses entités qui, pour moi, au fur et à mesure des histoires, ça m'a fait me dire, ah, il y a quelque chose de réel derrière ça et c'est pas juste que des histoires, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que même quand tu racontes tout ce que tu es en train d'expliquer, les normes, quand on voit bien des films comme Les Seigneurs des Anneaux ou bien Antifauteur, on se rend compte qu'en Occident, ça existe et on peut entrer en contact avec ces esprits et ces forces-là. Et voilà quoi. Donc le fait que plusieurs pays, donc ça revient à la question que je t'ai posée tout à l'heure, comment tu fais pour savoir que c'est réel? Parce que si plusieurs personnes de différents endroits te racontent une histoire avec des similitudes et qui ne se connaissent même pas, d'une part, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment réel. Ouais, oui, pour moi c'est ça. Et puis moi j'ai toujours été quelqu'un dans mon parcours. Dès que les gens traitent quelqu'un de fou, j'ai toujours tendance à aller vers cette personne. Fou, je crois, ouais. Ouais, voilà. J'ai toujours tendance à aller vers cette personne parce que pour moi, celui qu'on traite de fou, on va dire, ah ben non, ben ça, c'est juste son imagination ou délire ou ceci, cela. J'ai toujours tendance à aller vers ceux-là parce que pour moi, ceux qu'on va traiter comme ça, c'est peut-être ceux qui ont justement un accès à des plans de conscience ou certaines choses qui vont faire que, ils vont avoir la capacité de voir, la capacité de parler avec ces entités ou autres. Et bon, maintenant, dans la façon dont ils le restituent, s'ils n'ont pas eu d'initiation, ça peut sembler un peu bizarre comme ça, méli-mélo. Ben, maintenant qu'ils ont eu une initiation, la question se pose pas. Ils gardent leur secret et ça reste entre eux. Mais pour les autres qui ont, on va dire, de façon innée ce ton, mais qui peut-être n'arrivent pas à bien le maîtriser ou à bien l'articuler, c'est ceux-là qu'on va traiter de fous, quoi, tu vois, alors qu'en réalité, ils sont pas du tout fous, c'est juste, voilà, ils ont une capacité à avoir accès à un plan de réalité, de conscience qui est au-delà de nous, quoi. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Donc, nous sommes presque arrivés au thème de cette interview, de ce podcast. Je voulais savoir, est-ce que tu as des projets, en lien avec, tu as des projets, et si oui, comment on peut faire pour entrer en contact avec toi, pour te raconter des histoires, et si en dehors de raconter des histoires, t'as d'autres projets spirituels ou bien trop d'autres activités spirituelles derrière? Ben, la prochaine grande étape, en fait, la prochaine grosse étape à laquelle j'aimerais passer, c'est mettre tout ça sous forme de séries vidéo ou de films, en fait, tu vois. C'est vraiment la prochaine étape, ou même sous forme de dessin animé. Donc du coup, c'est vraiment le prochain stade que j'aimerais atteindre. J'ai déjà par moi-même eu un peu de matériel. Il m'en faudrait plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai déjà travaillé avec une dame qui a une maison de production et qui bosse beaucoup pour Canal+. On a travaillé sur toute une série, que j'ai montée de A jusqu'à Z, avec elle. Malheureusement, ça n'a pas été accepté, mais en tout cas, je sais que elle a été très, 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 très charmée par le scénario que je lui ai proposé. Donc voilà, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui seraient prêts à rentrer en contact avec moi pour qu'on travaille sur ce type de projet et s'il y aurait, on ne sait jamais, les moyens de pouvoir m'aider à le réaliser, en tout cas, ça sera le plus que bienvenu. Donc voilà, vous pouvez me contacter via mon mail. Je pense que monimakingtakashi@gmail.com. Je pense que tu pourras le mettre en description. Oui, je vais le mettre en description et tu vas aussi me donner le lien de ta page Facebook, Voilà, Facebook, TikTok, YouTube, puis voilà, quoi, je dirais, c'est vraiment ça qui me tient à cœur pour la suite, quoi. D'accord. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup.
de connaître ton mystère. Parce que moi, je te perçois toujours comme quelqu'un de mystérieux. Voilà, tu montres pas ton visage, on écoute juste ta voix avec ton nom Takashi. C'est vraiment beaucoup de mystère. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs? Ben, je tenais beaucoup à te remercier déjà pour ton invitation. Et puis, je terminerai en disant que c'est vrai que c'est important de voir pour croire, mais parfois c'est important de croire pour voir. Bon, d'accord. OK. En tout cas, je te remercie. Très belle conclusion. C'est important de croire pour voir. Dans tous les cas, j'espère que vous avez compris. Bon, c'était Abonné. Je vous remercie de nous avoir écoutés pour cette brillantissime interview. Donc, n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter et si possible, si vous voulez vraiment aider Takashi dans son projet, n'hésitez pas à prendre son numéro, ses informations dans la description pour pouvoir entrer en contact avec lui. Donc, je vous remercie et puis je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Merci à vous.